Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est vrai que je pourrais totalement simplifier mon intervention en disant que notre objectif, c'est la mobilité partout et pour tous, avec le bon moyen de transport au bon endroit, au bon moment, à un coût supportable par la collectivité et un prix abordable par l'usager. C'est qui peut apparaître comme étant l'inaccessible étoile, mais sur laquelle nous travaillons dans 5 domaines. Dans un cadre législatif qui évolue, avec le nouveau pacte ferroviaire qui a été voté au mois de juin 2018, et avec la loi d'orientation des mobilités qui va changer profondément le rôle de la région. Concrètement, pour que des moyens de transport puissent fonctionner, il faut que les structures sur lesquelles ces moyens se déplacent soient en bon état, notamment sur le ferroviaire. Et c'est tous les travaux de modernisation que nous faisons sur nos fonds propres dans le cadre des contrats de plan, mais aussi la SNCF en fait directement sur ses moyens propres. Et ce sont au total, sur 2019, 183 millions. On va atteindre les 200 millions par an l'année prochaine. Et dedans, pour vous donner quelques exemples, la ligne des horlogers, pour vous montrer l'enjeu qui est devant nous. La ligne des horlogers, vous avez plus de 60% des voies qui ont été posées avant 1940 et qui ont été quasiment pas touchées depuis. Ça montre le gouffre que l'on doit combler et sur lequel nous allons travailler. Donc, ligne des horlogers, l'étoile de Paré, l'Urépinal pour permettre d'avoir en perspective Nancy avec Belfort TGV. Nous avons la ligne des Hirondelles, la ligne du Revermont aussi avec le GSMR, l'étude d'interconnexion, des études pour la suite de Montchanin, et puis une étude relative au nœud dijonnais qui peut nous mettre en perspective peut-être d'être dans une sorte de RER entre Besançon et Dijon, parce qu'on voit très bien que l'offre actuelle, eh bien, la réponse est beaucoup plus forte des usagers et nous sommes avec des trains bondés à certaines heures de la journée. Deuxième sujet, c'est une politique inclusive. Et là, ce sont les SD-ADAPT, toutes les politiques que l'on fait pour l'accessibilité des gares et des points d'arrêt routiers prioritaires qui sont une nécessité. Et là, nous allons traiter d'ici 2022 12 gares et nous aurons les 13 autres entre 2023 et 2025. Il y a les études qui sont en cours, mais surtout, je voudrais signaler la gare la plus importante qui a 15 000 passagers par jour, qui n'est pas en accessibilité, c'est celle de Dijon, avec des travaux sur 2 années qui vont se faire, mais qui auront des conséquences sur les dessertes pendant les mois d'été de juillet-août 2020 et juillet-août 2021. Et puis ce sont aussi des routes plus sûres, avec la RCEA, l'accélération qu'on a portée avec les départements. C'est aussi la RN 1019 Héricourt, échangeur de Sévenant. Ce sont aussi des contournements de villes que nous portons. Puis naturellement, nos engagements respectés sur les plateformes aéroportuaires. Ensuite, il faut se poser la question des moyens de transport au niveau de l'énergie. Et là, vous savez que la loi a prévu que d'ici 2040, aucun véhicule thermique ne devra circuler en France. C'est une révolution qui va impacter fortement l'industrie de l'automobile, mais pas que l'industrie de l'automobile, du ferroviaire, puisqu'il y a 800 trains en France qui sont bimodes avec électrique et diesel et qu'il faudra remplacer à l'horizon, puisqu'ils arrivent à terme d'amortissement à partir de 2028 pour l'essentiel, d'où la volonté de la région d'acquérir 3 trains à hydrogène Régiolis avec la volonté de le faire circuler sur la ligne non électrifiée La Roche-aux-Cerfs, en sachant très bien que la réfection totale de la voie sera faite en 2021.
Et puis, on espère que l'hydrogène produit à Auxerre, dans un accord avec l'agglo, on pourra avoir des accords identiques, aussi bien sur Belfort, puisqu'il y a un projet identique, que sur Dijon, à partir de la cogénération. Et puis, c'est aussi sur nos transports par car, eh bien, la motorisation électrique. On peut regretter que l'industrie automobile du car ne soit pas encore très performante au niveau de l'Europe, puisque ce sont des cars chinoises qui posent parfois des problèmes de délai. Il n'y a pas que pour la fibre, Monsieur le Président Sauvadet, mais on a cette problématique. Il ne faut pas oublier le GNV et le GNL, qui sont aussi des moyens sur lesquels nous avons des partenariats. Autre point, une fois qu'on a les infrastructures, le matériel, eh bien, il faut faire des offres de transport qui répondent aux besoins, analyser les besoins. C'est ce que nous faisons d'année en année, en ayant travaillé Besançon-Dijon dans un premier temps. Et quand je dis Besançon-Dijon, je devrais dire Besançon-Dole-Dijon, mais ce n'est pas le pourcentage de gens qui font Besançon-Dijon, c'est 10 à 15%. Tous les autres, ce sont des femmes et des hommes, souvent domicile travailleurs, qui habitent entre les deux et qui ont besoin d'aller travailler parce que l'activité est là, dans des communes plus importantes. Et ce sont des convergences matin et soir pour Dole, avec souvent beaucoup d'intermodalités, sur Dijon ou sur Besançon. Donc c'est pas... ça profite énormément au milieu rural. Et donc, nous avons fait l'année dernière Dijon-Nevers. Cette année, au-delà de ce que la présidente a rappelé, notamment les conséquences du Lyria, tout ce que nous menons, nous concentrons nos efforts sur la ligne du Revermont pour remettre une desserte du Jura vers le nord, vers l'est et vers le sud, via des correspondances naturellement, notamment vers Lyon, puisqu'on ne peut pas faire entrer plus de trains sur Lyon, donc ce sont des correspondants à Bourg. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas l'intention, à partir du moment où les travaux à Lyon auront été faits, d'aller jusqu'à Lyon et d'éviter les correspondants. C'est, dans le contexte actuel, la meilleure solution que l'on a trouvée, qui va quand même amener un plus sur cette ligne qui a beaucoup souffert au niveau de ces installations et de la régularité, qui est un point important. Sur les transports routiers, eh bien, nous allons retravailler avec cette offre que nous avons interurbaine, avec les cars à 1,50 €, quelle que soit la distance, en tarification plate. Mais nous allons aussi adapter, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, la réflexion que nous allons avoir dans les bassins de mobilité va nous amener aussi à porter une très forte réflexion sur notre réseau de cars, sur son utilité, sur la façon dont on mieux desservir les territoires. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui ont la chance, et c'est bien d'avoir des rails qui passent, des arrêts de train, mais il y a tout le reste de la population qui n'est pas à côté d'une gare et qui n'a pas de solution de mobilité, et le car peut être une solution importante. Sur les transports scolaires, la présidente l'a dit dans son propos introductif, on va assurer la gratuité sur l'ensemble de la Saône-et-Loire, où il y avait encore des familles qui payaient parfois plusieurs centaines d'euros pour le transport des élèves. Et puis on va poser, ça sera l'objet, l'ensemble d'un rapport que l'on mettra au vote au mois d'avril, la prochaine session, sur la participation du bloc communal, qui est un problème effectivement dans 2 départements. Ensuite, l'autre point, et là, c'est l'innovation, qu'apporte l'innovation. L'innovation, effectivement, est une nécessité qui va faire évoluer profondément la façon de concevoir les transports. Déjà, toutes les machines que l'on a, les nouveaux TER, le prix a augmenté d'1 ou 2 millions parce que l'innovation embarquée pour beaucoup plus d'automaticité coûte cher, et c'est cela qui va permettre de gagner du temps, de mettre plus de trains sur les sillons. C'est aussi l'innovation que l'on met le long des rails sur la communication, et la fibre qui est déployée aussi le long des voies ferrées. Mais l'innovation, ça va être aussi ce que l'on doit porter à travers notre système d'information multimodal, qui va disposer courant 2020 d'une panoplie beaucoup plus complète de services, notamment en intégrant l'ensemble des mobilités que l'on a actuellement, qu'elles soient les mobilités actives, le vélo et
la marche à pied, les mobilités partagées avec le covoiturage organisé et conventionné et l'autopartage, toutes les solutions existantes de circuit, mais aussi nous intégrerons toutes les solutions de mobilité qui ont repéré bassin de mobilité par bassin de mobilité pour avoir une continuité. Et nous aurons, là aussi, nous avons posé, c'est un travail qui date déjà de plusieurs années, mais qui va trouver son aboutissement, nous aurons à l'automne prochain la capacité avec Mobigo d'acquérir de façon totalement dématérialisée en M-Ticket tous les types de transport combinés, à la fois le train et tous les autres types de transport. Et avec une information en temps réel. C'est ça qui est essentiel. Vous aurez en temps réel les incidents de parcours et les capacités à retrouver d'autres modes de transport. C'est le challenge que l'on va porter. Nous sommes la première région à faire cela, et ça sera à l'image des systèmes les plus performants que l'on connaît dans les agglos. Ensuite, il faut doubler ça parce qu'il faut être inclusif dans nos politiques, il faut doubler ça d'outils pour effectivement toute la partie de population qui n'est pas au rendez-vous de cela, eh bien, puisse avoir, c'est le débat sur les usages que Willy a présenté tout à l'heure, où effectivement, il faut que l'on se pose la question sur un territoire donné, comment rendre inclusif l'accès à l'ensemble de nos transports, notamment pour l'acquisition des titres de transport. Sur le transport scolaire, nous ne sommes pas en reste, puisque nous avons ToSchool, qui est un outil de billettique que la Saône-et-Loire connaît bien, puisque le département de la Saône-et-Loire l'avait lancé il y a 4 ou 5 ans, qui est généralisé, qui va être un outil de gestion colossale, d'économie à réaliser et d'efficacité par rapport aux besoins de transport que nous avons à faire. Et puis, ensuite, nous avons aussi, et ça c'est la déclinaison de la LOM, des solutions de mobilité à co-construire. La région, chef de file, elle aura 2 rôles. Elle aura un premier rôle qui va être un rôle d'architecte des mobilités. Elle devra concevoir avec les AOM actuelles, les autorités organisatrices de mobilité actuelles, mais aussi avec celles qui veulent se constituer, l'ensemble des intercos, elle aura à concevoir une architecture des mobilités et de l'ensemble des mobilités. Et puis, elle sera chef d'orchestre, parce qu'elle devra, à travers des contrats opérationnels de mobilité avec chacun de ces AOM, eh bien, définir le rôle joué par chacun, les complémentarités, comment les interstices peuvent fonctionner les uns avec les autres. Et naturellement, les outils que nous avons mis en place sur l'année 2019, que sont dans les zones peu denses, le ticket mobilité, et puis le covoiturage organisé conventionné qui commence là en matière de prototype, eh bien tout cela, ça va nous permettre d'avoir une réflexion. Et ce que je voudrais dire, on va pas, la loi a été votée le 19 novembre, entre le 8 janvier et le 22 janvier, et j'invite tous les conseillers régionaux à y participer. Nous allons faire des réunions par département en invitant l'ensemble des intercos pour se poser la problématique des mobilités sur l'ensemble et comment définir les bassins de mobilité les uns par rapport aux autres. C'est essentiel de construire cela parce que je rappelle que la loi donnera au 31 décembre prochain, la nécessité de chaque intercommunalité de dire si elle prenne ou pas la compétence mobilité, qui va modifier profondément le climat. Si on n'est pas prêt avant, on n'arrivera pas à le faire. Oui ? 13 minutes. Je suis désolé, j'avais fait 8 minutes. Alors, non mais voilà, merci Président. Ensuite, j'en finis par les chiffres, je termine par les chiffres. Donc, les chiffres, c'est un budget 575 millions au total. Oui, ça peut être quelques minutes de... Voilà, mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en matière de fonctionnement, on tient parce qu'on a plus de monde. On a plus de monde, donc plus de recettes. Et on tient la trajectoire à peu près à isopérimètre financier, de mettre plus de trains, d'améliorer. Et cela, c'est à la fois des efforts de productivité qui sont faits
par la SNCF sur notre demande et dans le cas ce qu'on avait prévu, mais aussi parce qu'on a, dès une gaine tarifaire, une capacité à mettre de plus en plus de monde dans le train. Il faudra que l'on résolve un problème. Le problème à résoudre, ça va être celui des trains bondés sur certaines lignes. Et nous allons, j'ai dit entre Dijon et Besançon, je voudrais parler du nord de Lyon, où effectivement, le nord de Lyon, avec la présidente, avec les services, nous sommes en train de travailler avec la région Île-de-France, avec un objectif, c'est qu'on ait beaucoup plus de trains, plus directs du nord de Lyon vers Paris, beaucoup plus, que le service que l'on assume pour le nord de Lyon, enfin pour le bassin parisien, vous savez, ces gros trains, les croissances du bassin parisien à 1800 places, vous avez que 10% de bourguignons franc-comtois dedans. Et 90%, et c'est des trains qui mettent plus de temps, des trains qui nous coûtent, même s'il y a une partie qui est prise en charge, et on veut poser une nouvelle donne, parce que le fait d'avoir des trains qui mettent une demi-heure de plus fait que tout le monde se concentre sur les trains les plus rapides et on a un engorgement. Donc, on va reconcevoir ça, on aura à se revoir avant la fin du premier semestre, justement, pour donner le résultat de cette négociation que nous sommes en train de mener. J'ai mis 4 minutes de plus, mais... Oui, bon, c'est vrai que le budget...